Salut, j'espère que ça va bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons répondre aux commentaires de l'un de nos abonnés qui a laissé ceci. J'ai un problème dans les monnaies Django, s'il vous plaît, si vous voulez m'aider. J'ai une table produit et je veux qu'une fois ajouté un produit, alors dans une deuxième table, je veux que le champ affecté soit modifié automatiquement. Si je comprends bien la préoccupation de notre abonné, c'est qu'il a deux tables, une table produit et une autre table. Il veut que lorsqu'il ajoute un produit et que dans la deuxième table, le champ affecté soit automatiquement modifié. Ok, là, il n'a pas précisé si les tables sont reliées entre elles ou pas, mais aujourd'hui, je vais faire un exemple plus général ou bien plus global pour essayer de vous montrer dans un cas où les tables sont liées et je pense que ce cas est un peu plus général. Ok, donc avant de commencer ou bien avant de dire ce que nous allons faire, je tiens déjà à m'excuser pour les commentaires que je n'ai pas pu répondre jusqu'à maintenant et je tiens vraiment à informer tous ceux qui m'ont laissé des commentaires par le passé que je n'ai pas eu peut-être le temps de répondre ou bien j'ai oublié de répondre. Veuillez relaisser à nouveau vos commentaires. Je vous assure, je prendrai le temps de vous répondre. Si c'est un sujet qui consiste ou bien qui nécessite une vidéo, je ferai une vidéo comme celle-ci pour essayer de pouvoir mieux vous expliquer la chose. OK? Donc, revenons à ce que l'abonné a laissé. Ça veut dire quoi? Il a deux tables et il veut que lorsqu'il modifie une table, que la deuxième table soit modifiée. C'est un peu comme ça que nous allons prendre celle-là, ok? Et nous allons utiliser des méthodes. Je vais utiliser une première méthode dans cette vidéo, ce qui consiste à enregistrer les données dans la première table et enregistrer également les données dans la deuxième table, ok? Donc, avec une seule instruction. Et là, maintenant, s'il arrive que la première table soit modifiée et que la deuxième table échoue, il faut qu'on annule la modification de la première table. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la transaction atomique. OK? Et dans la deuxième méthode, nous allons utiliser les signaux. OK? Donc, je vais un peu vous expliquer en détail comment est-ce que nous allons procéder. Et je tiens vraiment à ce que vous soyez vraiment concentrés pour cette vidéo-ci, puisque nous allons voir le pattern qui s'appelle l'inversion des contrôles. Donc, nous allons voir comment est-ce que le framework Django offre la possibilité aux développeurs de se concentrer uniquement sur la partie métier, c'est-à-dire sur la logique ou bien sur la partie fonctionnelle et laisser dans le framework gérer la partie technique. OK? Donc, nous allons voir ça avec une version des contrôles. Sur le niveau de mon projet, j'ai créé un projet qui s'appelle Populate Mini Database et j'ai créé une application qui s'appelle Blog. Et dans mon application Blog, j'ai créé donc une table qui s'appelle Profile. Et dans cette table, j'ai fait comment? J'ai mis en relation avec la table User. Et pour ceux qui sont nouveaux sur Django, User, c'est une table de l'application Authentication qui vient directement avec le projet Django, ok? C'est une relation one-to-one. Et à l'intérieur, comme argument, j'ai mis primaire qui égale à true. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas que cette table se crée des clés primaires. Je veux utiliser la clé primaire de l'utilisateur comme clé primaire de la table profile. Et on delete égale à cascade. Et ici, là, j'ai mis birthday, biographie et adresse qui sont blanc égale à true. Pour dire quoi? Simplement que je veux qu'au niveau de la création de cette table-ci, là, seulement le champ 6, donc le champ user soit requis, ok? Donc, birthday, biographie, adresse seront optionnels. Maintenant, j'ai créé deux formulaires, OK? Dans ce premier formulaire, c'est user form qui vient de la table user, OK? Et vous verrez donc là, j'ai mis user. OK. Ceci, ce n'est qu'une formalité, c'est pour vous montrer. Et bon, je ne vois pas trop l'importance de vous expliquer ceci. Et j'ai créé donc ici la profile form qui est dans le profil, la table, le formulaire du profil. Mais ce que nous allons retenir, c'est que vous pouvez créer ceci dans la mesure où, au niveau de la soumission du formulaire, il y aura les champs de la table user et les champs de la table profile. Mais dans notre cas, c'est pas pareil. OK? Donc ici, là, il y a juste les champs de la table user qui seront requis. Et celui de la table profile ne seront pas requis. Donc ça veut dire que c'est un peu obligatoire. Mais je tenais quand même à faire quelque chose d'un peu plus global. Maintenant, au niveau du contrôleur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons register view. Si la méthode est de type post, je récupère les données du formulaire de la table user, je récupère les données du formulaire de la table profile. Mais sauf que nous n'avons pas les données au niveau de la table profile. Mais je tenais quand même à montrer pour que ce soit un peu plus global. Je vérifie donc si les deux formulaires sont valides. Dans le cas où c'est valide, je vais sauvegarder les données au niveau de la table user, mais sauf que quand il met commit égale à false, ça veut dire quoi? Il va sauvegarder ça au niveau d'un fichier temporaire. Et j'ai dit donc cette password égale à true pour hacher le mot de passe et j'ai fait un save ici. Là, quand j'ai fait un save, là maintenant il a enregistré les données au niveau de ma table. Et ensuite j'ai fait la même opération pour la table profile. Donc je sauvegarde dans un fichier temporaire et j'ai récupéré maintenant. Étant donné que le champ user est obligatoire et c'est une instance donc, de la classe user, ça veut dire que je suis obligé de le mettre ici manuellement. J'ai dit donc profile.user pour accéder donc au champ user et c'est égal à cette instance-là. Je peux donc faire un save. Maintenant, dans la mesure où au niveau du formulaire, vous n'avez pas les données de la table ou bien de la deuxième table, vous n'êtes pas obligé de passer comme ceci là. Vous pouvez directement enregistrer en utilisant cette méthode-ci là. OK? C'est quelque chose qui est plutôt pratique et ça marche plutôt bien. Donc, vous pouvez utiliser cette ligne-ci là et ça va marcher. Maintenant,
Ici, nous commençons à comment gérer celui-là. OK. Voilà ce que j'ai eu à faire. OK. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Dans un premier temps, je vais me connecter au niveau de ma table, de ma base de données. Mais puisque je n'ai pas encore de base de données, donc j'ai une base de données, je vais supprimer pour être sûr qu'il n'y a pas de données qui vont fausser nos résultats. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est commencer par appliquer mes migrations. Donc, je vais faire un coup de contrôle backtick pour lancer mon terminal. Une fois mon terminal lancé, voilà mon terminal qui est lancé. Je vais taper dans Python manual.py migrate. J'applique mes migrations et je démarre mon serveur. Une fois mon serveur démarré, je vais fermer donc. Je vais donc fermer mon terminal et je vais revenir au niveau de mon navigateur. Ok, dans mon navigateur, voilà dans mon formulaire qui est là. Je vais entrer les données au niveau de mon formulaire. Je vais mettre admin, l'email, je mets fake email, first name, je mets Joël. Ici, là, je mets le mot de passe. Ok. Avant de soumettre, je vais d'abord venir au niveau des database clients. J'ai fait déjà une vidéo dessus pour montrer comment ça marche. Je vais juste mettre la proxy def, un truc comme ça. Et au niveau, j'ai choisi mon système de gestion de base de données qui est SQLite. Il me fait le chemin absolu. Donc, absolu, paf. Et je vais venir faire un clic droit ici. Je vais dire copie paf, ce qui va me prendre le absolu paf. Je reviens là et je colle ici, là. Les gars, ça va se connecter. Je suis connecté au niveau de ma base de données. Je vais déplier ma base de données. J'ai dans mon application account et la table profile. Je peux essayer de faire comme ça là et vous allez voir. Il n'y a encore rien à l'intérieur et j'ai aussi mon application authentification qui vient avec Django et il n'y a aussi rien aussi à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Enregistrer un premier utilisateur. Si je save, l'utilisateur a été enregistré. Je vais encore cliquer ici là. Vous voyez, voilà l'utilisateur qui a été enregistré, qui a l'ID 1. Je vais au niveau des profils, je clique, voilà l'utilisateur qui a été enregistré. L'ID de l'utilisateur ici est venu directement migrer ici là. Ok, c'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous avons voulu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer un deuxième utilisateur pour me rassurer que les informations sont bel et bien réelles. Je garde les mêmes informations, je garde juste le nom de l'utilisateur, je sauvegarde. Je viens d'abord au niveau d'ici. Je constate donc que les choses ont marché correctement. Et si je viens également au niveau d'ici, je constate donc que les choses ont bien et bien été enregistrées. Et voilà donc l'ID. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous avez vu comment créer les données. OK? Dans la mesure où ici marche et celui-ci ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais venir là, je mets comme ceci et je vais venir au niveau d'ici. Je vais ajouter un E ici. OK? Je mets le mot de passe et je vais donc dire create. Il me dit cannot assign user. Donc, il ne peut pas assigner une chaîne de caractères user à un champ qui a l'instance et qui est l'instance de user. OK, il veut l'instance de la table user. Oh, je lui ai donné une chaîne de caractères, il n'aime pas ça. Je reviens au niveau de ma base de données, regardez. Là, si je reviens au niveau d'ici, je clique au niveau du user, vous verrez, il y a 3 utilisateurs. Ça a quand même marché pour la première table. C'est la deuxième table qui a un problème. Vous voyez, rien n'a été enregistré ici là. Donc, il y a ce qu'on appelle inconsistance des données. Donc, data inconsistency. Donc, c'est pas bon. OK? Donc, c'est là où la transaction atomique intervient. Au niveau de la transaction atomique, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire quoi? Lorsque tu enregistres les données dans un brouillon ici, et qu'au moment d'enregistrer celui-ci, si celui-ci échoue, tu fais ce qu'on appelle un rollback. OK? Au niveau des transactions atomiques, comment ça se passe? Lorsque vous faites une requête au niveau de votre base de données, il y a ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle une transaction. Ça met begin. Lorsque la requête est confirmée, ça fait un commit. Et dès que la requête échoue, ça fait ce qu'on appelle un rollback. Donc c'est un peu comme un try catch. Try, essaye d'écrire les données. Si ça réussit, tu fais commit. Si ça échoue, tu fais un rollback. C'est ça que nous allons utiliser. OK? Et maintenant, donc, au niveau de notre contrôleur, donc de notre vue, nous allons donc utiliser ce qu'on appelle, j'ai précisé l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle consiste à faire quoi? Laisser le framework gérer la partie technique et non on va gérer la partie fonctionnelle. Donc, je vais venir au niveau des formes Django.db import transaction. OK, j'ai importé transaction depuis Django. OK. Dans certains frameworks, on appelle ça l'injection dépendante. Je vais faire transactional.atomic. OK. Donc, en Spring Boot, on appelle ça la notation et en Django, on appelle ça le décorateur. OK. Étant donné que j'ai mis ça sur ma fonction, c'est terminé, les gars. Donc, je n'ai plus rien à m'en faire. OK. Donc, je vais revenir là, j'actualise. Il va me dire la même chose. OK. Bon, celui-ci a été créé. Je vais mettre un troisième avec 3E. Je remplis le mot de passe et je remplis le mot de passe. J'ai soumets mon formulaire. Il me dit la même chose qu'il ne peut pas remplir. OK? Donc, nous sommes censés avoir combien d'utilisateurs? 4 utilisateurs. Je vais venir là.
Au niveau là des users, je clique là, vous voyez, je n'ai uniquement 3 utilisateurs parce qu'il a fait ce qu'on appelle un rollback. Et au niveau d'ici, nous avons quoi? Nous avons uniquement nos 2 utilisateurs. Maintenant, si je reviens là, mettre quelque chose qui marche plutôt bien, je vais essayer de mettre ceci là, ou bien je vais d'abord l'utiliser normalement. Je mets atomique, désolé, là je mets user. OK. Vous allez voir, ça va marcher. J'actualise. OK, il a marché. Je vais venir là. Si j'explore, vous avez 4 utilisateurs. Ici, nous aurons 3 utilisateurs. Bon, nous aurons 3 utilisateurs. Et là, il dit c'est là des cartes parce que c'est le quatrième utilisateur qui a été enregistré. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser ça comme décorateur, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser Atomic Transaction ici, là, avec 8. OK. Donc, vous venez ici, là-haut. À ce niveau-ci, le formulaire ici n'est même plus valide. Je vais vous montrer comment gérer l'autre méthode. Je retire le formulaire ici. Et il y a une autre manière pour gérer le formulaire. Si je vais vous montrer ça dans une autre formation. Je retire ça. C'est juste un formulaire que je vais utiliser. À ce niveau, il n'est plus important. Je vais décommenter ce monsieur-ci là. OK. Et je vais pousser ceci ici. Et je vais dire 8 transactional.atomic. Étant donné que ce n'est pas une décoration, je dois appeler ça comme une fonction. OK. Ici, là, je dois importer la table user. Import user from account. OK. Et sauvegarde. Je vais revenir au niveau d'ici. J'ajoute encore. Bon, j'ai trop mis les E. Et je vais mettre admin là. OK. Et sauvegarde. Je reviens au niveau d'ici. Vous allez voir, j'aurai 5 utilisateurs. Voilà, 5 utilisateurs. Ici, là, j'aurai 4 utilisateurs. OK, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans la deuxième partie où nous allons voir comment utiliser les signaux pour pouvoir gérer cela. OK? D'ici là, portez-vous bien. Peace.